Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau podcast Rustica. Aujourd'hui, nous allons échanger avec François Lasserre et Mohamed Darouche sur le thème de la biodiversité en milieu urbain. Ils vont nous parler de leur collaboration autour d'un habitat un peu différent qui concilie à la fois urbanisation et biodiversité. Bonjour Mohamed, vous êtes le promoteur immobilier de ce projet avec Valoptime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place avec François Lasserre ? Donc, avec l'aide certaine de François et d'autres partenaires, on a créé la marque My Wood Loft. En 2018, c'était avant le confinement. Elle répond aujourd'hui tout à fait aux demandes des habitants ou des futurs acquéreurs qui s'intègrent dans une démarche de lutte contre le réchauffement climatique et le déclin de la biodiversité en ville. Voilà. Donc, on a des paysagistes, des écologues, mais aussi un entomologiste comme François Lasserre qui intervient dès la phase de conception, de réalisation et ensuite aussi dans une démarche de vulgarisation de l'activité biodiversité aussi du vivant, puisque pendant une année encore, François Lasserre est présent vis-à-vis des habitants, après la livraison. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail votre collaboration avec François Lasserre ? Mais c'est simple. Donc, c'est en fait aujourd'hui de retrouver... c'est un peu l'image un petit peu qu'on aimerait voir c'est l'image un petit peu du promoteur immobilier qui, avec un entomologiste qui vient pas comme ça en première idée, qui est assez spécifique. En fait, cette association, cette démarche de partenariat, on l'a retenu parce qu'il est créateur de valeur pour nos programmes immobiliers. C'est une démarche aussi de différenciation, d'accord ? Et la démarche, c'est d'attirer effectivement des clients qui sont aujourd'hui désireux d'avoir un achat éco-responsable et qui s'intègrent dans la protection, en fait, en toute modestie, de la protection de la planète. Donc, et ça passe par malheureusement ou heureusement, c'est pas les termes, mais ça passe par la biodiversité. On peut pas traiter que les sources de pollution, mais il faut aussi s'occuper de la biodiversité. Et la démarche avec Édouard Pellerin, qui est le dirigeant de l'organisation, c'était de faire participer l'organisation à cette sensibilisation nécessaire de la société pour la protection de la biodiversité dans nos espaces naturels, en fait. Voilà. On reste modeste. Voilà, sur l'exemple de Montreuil, c'était un parking de garage totalement en béton qui occupait la parcelle à 100% en béton. Aujourd'hui, il y a de l'habitation, mais quasiment la moitié est réservée en pleine terre pour la biodiversité. Donc, il y a une faune qui est présente au sein d'une flore introduite et ainsi de suite. Donc, avec tous les labels nécessaires pour justifier cette démarche, cet engagement. Et François Lasserre est là pour notamment la partie vivant et le lien toujours avec la partie biodiversité. Oui, bonjour François. Vous êtes entomologiste, donc vous êtes un spécialiste des insectes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu votre rôle dans ce projet ? Quel est l'intérêt d'avoir quelqu'un comme vous dans l'équipe ? Quelqu'un comme moi, quand j'ai commencé à être dans la protection de la nature, l'éducation à l'environnement, j'ai jamais pensé que ça arriverait un jour. Qu'une entreprise comme Valoptime fasse appel à des naturalistes, c'était quasiment impensable. Et puis finalement, c'est arrivé petit à petit. Et impensable parce qu'en fait, le projet de société jusque-là, c'était quand même plutôt de vivre sans les animaux non humains, de les écarter de nos vies. Alors bien sûr, il y a les oiseaux chanteurs qui sont toujours plutôt bienvenus, mais il ne faut pas qu'ils soient pigeons trop nombreux ou qu'ils fassent des crottes. Et puis, ça change un peu et maintenant, on est OK pour, en tout cas à ce jour, après je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais accueillir de nouveau ou accueillir tout simplement d'autres animaux. Alors il y a quand même des traces très anciennes, même les Égyptiens, où il y a quand même des traces très anciennes de gens qui accueillaient d'autres animaux, mais c'était souvent évidemment toujours pour lutter contre d'autres.
Donc, je ne sais pas, parfois il y avait des nichoirs à moineaux intégrés dans le bâti. Vous voyez, il y avait des loges intégrées dans les murs il y a très longtemps. Ça permettait de manger les chenilles, de lutter contre d'autres bêtes. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu un côté très utilitariste. Et là, aujourd'hui, c'est plus, ce qui est quand même très nouveau, c'est que c'est plus pour la biodiversité elle-même qu'on a envie de l'accueillir. Et donc faire appel à des gens comme moi, très naturalistes, très faune sauvage, très diversité des espèces, ça prouve quand même ça prouve bien que les temps changent. Et je trouve chouette de faire appel à ceux des gens comme moi qui connaissent un peu plus les insectes que des apiculteurs par exemple, qui sont pour la plupart, bien sûr, ou des apicultrices pour la plupart plutôt spécialisées dans une espèce, mais qui ne sont pas dans ce qu'on appelle la biodiversité, le sauvage, les espèces qui en fait ne servent à rien. Alors, ne servent à rien, c'est quand même relatif. Enfin si, oui, on pourrait dire presque ça, qu'on accueille les espèces, même si on ne sait pas trop à quoi elles servent. Alors la notion de pollinisateur plaît pas mal parce que là, c'est quand même pour nous servir, ça permet de polliniser nos fruits et légumes, parce qu'une immense partie de nos légumes aussi sont pollinisés par les insectes. Et puis, ça peut aussi permettre d'accueillir des insectes, ça peut aussi permettre d'avoir plus d'oiseaux, parce que les oiseaux mangent des insectes, ou d'autres animaux, comme des lézards par exemple, ou pourquoi pas des tortues, des serpents. Bon, les serpents, il y a encore une petite marge. Mais dans le projet, en tout cas au Chênay, on a proposé, j'ai proposé des nichoirs pour les araignées ou pour les lézards. Et de plus en plus, ça semble accepté. Alors, l'avantage de ces installations, souvent, c'est que ça peut aussi permettre à des personnes plus réticentes de dire « Ok, je les accueille, mais elles sont là ». Parce qu'on a toujours un peu peur qu'elles viennent sur nos épaules ou dans notre salon, dans notre chambre, tout ça. Donc, c'est vrai que les histoires d'hôtels insectes, de nichoirs insectes, etc., c'est une espèce de transition avant un accueil un peu plus global, mais c'est vrai que voilà, chacun chez soi, voilà, là je sais que l'araignée elle sera là et pas là-bas, mais quand même on est quand même content de savoir qu'il y a des animaux non humains dans ce mur à faune, parce que là je vous parle en l'occurrence d'un mur qui accueille plus particulièrement les autres animaux. Le principe c'est que c'était dans le jardin du futur immeuble, de la future résidence, je sais pas trop, Mohamed, on dit quoi, résidence? Oui, résidence, habitat, on préfère le terme d'habitat, mais résidence, habitat, ça va très bien. Ok. Consacrer une partie du jardin, et notamment sur un mur, parce que c'est vrai qu'un mur, ça permet, c'est localisé, ça permet d'être exposé au soleil, au sud-est, et de faire en sorte que ce mur accueille le plus d'animaux non humains possible. Et donc lézards, araignées, abeilles sauvages, guêpes sauvages, et évidemment ce sont que des animaux. Alors on précise, si un panneau devait être devant ce petit mur un jour, que tous ces animaux sont inoffensifs. Quand on parle d'abeilles et guêpes, on a encore quelques réticences, mais celles qu'on accueille, c'est pas les guêpes sociales ou les abeilles domestiques qui vivent en grande colonie et qui pourraient avoir des gardiennes de nid. Là, ce sont des animaux solitaires qui sont complètement inoffensifs. Même si on s'allonge à côté du nid, c'est totalement sûr. Et puis, on a fait des totems aussi. Donc, il y a des murs. Et puis, j'ai imaginé des totems sur lesquels il y avait un totem dédié aux oiseaux, un totem dédié aux insectes. Et donc, c'est une espèce de grand poteau de bois avec des nichoirs dessus. Donc, ça fait aussi quelque chose de presque d'esthétique, parce que les insectes se moquent, ou les oiseaux se moquent complètement pas de l'architecture intérieure, mais de l'extérieur. Donc on peut créer des nichoirs à insectes ou oiseaux complètement modernes, complètement, quel que soit le style, peu importe si les dimensions internes leur plaît, ils s'installeront quelle que soit la forme du nichoir. Donc ça permet aussi d'apporter des trucs un peu esthétiques dans les jardins. D'accord, donc pour l'instant le projet est toujours en cours de construction. À partir de quand les gens pourront-ils emménager? On a deux projets. Donc on a deux projets. Il y a un projet qui est en cours,
c'est celui de Sorita Montreuil. Sorita du nom de l'ours slovène qui a été réintroduite dans les Pyrénées. C'est un petit clin d'œil. Donc il est en cours, il est en mise hors d'eau aujourd'hui et c'est une livraison qui est prévue premier trimestre 2022. Donc fin d'année, ça sera quasiment terminé. On sera à 95% d'avancement. Et là, on est en train de préparer les VRD et ensuite enchaîner sur ce mur, notamment un microphone dont vient de parler François, qui fait à peu près 80 mètres linéaires de long sur 2 mètres de haut. Donc avec tous les éléments dont a parlé François qui sont insérés, donc le principe, c'est un mur avec criagé, avec de la pouzzolane, et les insectes, la végétation pourra vivre là-dessus. Donc il y a une flore qui est réintroduite au pied de ce mur, qui permet d'avoir une interaction avec la faune. Mais ce mur a double emploi. À la fois, c'est un hôtel insecte, entre guillemets, ou un hôtel ou un nichoir ou autre, mais aussi, il sert aussi d'écran pour les périodes qui sont chaudes, c'est-à-dire qu'on a un îlot de fraîcheur, on a une flore spécifique qui est installée aussi dans ce sens-là, qui retient l'humidité, ça permet d'avoir 1 degré, 1,5 degré, peut-être 2, on ne sait pas encore, puisque c'est des démarches innovantes, technologiques, même si elles sont traditionnelles, pour avoir 1 à 1,5 degré de moins que la parcelle d'à côté. Donc, cette opération sera livrée totalement clé en main premier trimestre 2022. Et on doit démarrer celle du Chênay qui s'appelle les Jardins de la Canopée en septembre. Voilà. On est aujourd'hui sur 2 opérations qui existent, qui sont là. Donc, ce n'est pas que des projets, c'est en cours. Et notamment, on sera candidat aux pyramides d'argent de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, sur trois axes, sur le bas carbone, le trophée grand public, et je ne me souviens plus de l'autre, mais il y a une démarche aussi environnementale en termes d'économie et de gestion des énergies. Voilà. En aparté, mais là on est plutôt discret là-dessus, mais je vous en parle quand même, on est aussi membre du club PME WWF, le Panda. On a une démarche de mécénat. Donc régulièrement, là, maintenant qu'on sort du Covid, on aura des ateliers. François Lasserre sera invité aussi sur les ateliers sur place ou lors de la livraison notamment, où on sera accompagné par le WWF dans cette démarche de sensibilisation nécessaire de la société pour la protection de la planète. Vous parliez du confinement justement. Est-ce que vous avez observé des changements dans la biodiversité urbaine à cette période grâce à la réduction de la pollution notamment? Ce qui se passe en ville, c'est que souvent il y a plein de micro-habitats différents, donc il peut y avoir beaucoup d'espèces différentes, mais pas forcément beaucoup d'individus. Donc en Île-de-France, il y a presque 20 000 espèces d'insectes. En revanche, il n'y a pas pour toutes ces espèces. Donc 20 000, c'est vraiment beaucoup. Il n'y a pas pour toutes ces espèces de grandes populations, forcément. Mais il y a certaines espèces qui en profitent, mais c'est souvent les mêmes. Des espèces très urbaines qu'on connaît, comme par exemple les gendarmes, certaines coccinelles, certaines abeilles solitaires, certains papillons qui peuvent profiter du moindre carré de verdure pour exister. Mais c'est rarement les espèces un peu rares qui ont des exigences écologiques fortes. Alors, les insectes qui va surtout les motiver, c'est l'habitat, trouver des habitats et trouver de la nourriture. C'est plutôt ça. Et la nourriture, qui dit nourriture, dit beaucoup des plantes différentes, variées. Donc celles qu'on n'aime pas trop, celles qui sont spontanées, souvent encore celles qu'on n'aime pas encore trop, les spontanées, les herbes folles. Qui ont beaucoup plus de nectar aussi souvent que les espèces ornementales achetées chez Truffaut ou ailleurs, qui ont été parce que les variétés ornementales ont été souvent croisées pour faire des grosses fleurs et moins du nectar. Donc c'est pas parce qu'il y a plein de fleurs quelque part que ça va forcément intéresser les insectes. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on connaît la vie des insectes, c'est qu'en fait, ils sont plus adaptés aux fleurs sauvages, et les fleurs sauvages produisent vraiment du nectar qui vont les attirer.
Les papillons, alors il y a les fleurs pour plein de mouches, d'abeilles qui produisent du nectar et du pollen, et puis les herbes folles produisent aussi des végétaux pour les papillons. Et les papillons sont souvent liés à des plantes en particulier. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas. L'immense majorité des papillons, même si vous voyez un carré vert, ça va pas leur suffire, quoi. C'est comme un ado, s'il n'y a pas de McDo, il va pas se nourrir, vous voyez, il va pas y avoir de plan B, quoi. D'accord. Et est-ce que vous auriez des conseils pour les citadins qui voudraient aider la biodiversité avec leur petit bout de jardin ou leur balcon ? C'est un peu se déculturer parce qu'on est dans un pays vraiment très, très interventionniste. Mais même les protecteurs de la nature ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir dans la nature, dans une réserve naturelle. Ils la gèrent toute l'année. Donc c'est vraiment très profond culturellement. Donc c'est un peu se détendre de ce qu'on trouve jusque-là moche ou pas forcément esthétique. C'est à la fois des fleurs sauvages pas très grandes, petites, qui viennent spontanément, et donc qui ne sont pas des énormes roses ou des énormes... Et puis des choses qui se fanent, qu'on n'a pas tellement l'habitude de garder, qui en fait vont être des abris pour plein d'espèces, y compris l'hiver. Parce que les insectes ont besoin de ces abris, de cette nourriture et de ces abris tout au long de l'année. Et du coup, comme c'est un peu compliqué d'avoir un jardin et d'avoir les réflexions des amis qui disent dis donc, qu'est-ce que c'est sale ton jardin, mais en fait, à ce moment-là, il est vraiment top pour les insectes. Du coup, ce qu'on préconise, c'est de laisser une partie qu'on ne touche pas, la plus grande possible, en fonction de son curseur, en fonction de sa capacité d'accueil de la friche, quoi, en quelque sorte. Et c'est sûr que plus on laisse un endroit tranquille, plus un certain nombre d'espèces auront le temps de faire leur cycle, de s'y adapter, de le trouver, d'y pondre, d'y vivre, etc. Donc on peut laisser 10%, 20%, 30%, si ça dépend de sa surface, dans laquelle on n'intervient pas, jamais. Et ça, c'est hyper compliqué. Parce qu'on trouve toujours un moyen, on trouve toujours une excuse pour intervenir, on trouve ça sale, c'est pas assez joli, ça fait moche, etc., etc. Donc c'est pas facile. Et puis après, sinon, il y a les aménagements, comme ça a été fait avec Valoptime, des aménagements artificiels qui peuvent être sympas à faire en famille, avec ses enfants, ou peu importe, si on est bricoleur. Et là, c'est quelque chose d'artificiel, mais ça n'a aucune importance. Et on va chercher les plants plutôt pour accueillir les pollinisateurs, plutôt pour les papillons, plutôt pour tous. Et on fait quelque chose de complètement artificiel et qui peut être esthétique avec ses critères. Ça peut être même un morceau de... Enfin, peu importe. Puis ça peut être en pierre, en bois, en métal. Il y a plein de façons d'accueillir les insectes. Et du coup, ça peut être une transition. C'est-à-dire que c'est nous qui le créons, on peut éventuellement le peindre, pourquoi pas, pour que ça fasse quelque chose. Il y a aussi une option qui peut être une espèce de rocaille ou une spirale à insectes. On trouve les plans sur Internet d'une spirale à insectes où on va accueillir différentes bêtes avec quelque chose d'un peu esthétique. Voilà, donc c'est un peu en fonction de soi. Mais c'est vrai que se déculturer, se détendre un peu de la bête, alors c'est pour ça que souvent, nous, en éducation à l'environnement, en animation nature, on descend souvent d'abord les idées reçues. Parce que c'est vrai que qui dit accueil des insectes, encore beaucoup de gens pensent que les insectes vont aussi venir sur nous piquer, venir dans la maison, manger notre... Vous voyez, mais les insectes qu'on accueille dans le jardin ou dans des murs comme ça, c'est pas des insectes qui vont venir dans la maison. Il se peut que l'un d'eux passe dans la pièce parce qu'il y a une odeur, mais il va pas rester s'installer. On a aussi observé une diminution du nombre d'oiseaux ces dernières années, en tout cas pour certaines espèces. Est-ce que vous pensez que ce projet pourrait participer au retour de ces espèces d'oiseaux menacés ? Le premier facteur de disparition des insectes et en partie des oiseaux, c'est notre aménagement très fort, c'est-à-dire on gère trop l'environnement. On a trop de champs uniformes, on a trop de forêts taillées, on a trop d'endroits énormes et traités, donc du coup il n'y a plus de nourriture pour les oiseaux, il n'y a plus d'insectes à cet endroit-là. Et donc ça, c'est le premier facteur de disparition, c'est l'aménagement, qu'on soit en ville, dans la campagne, dans les milieux agricoles, etc. Donc plus on pourra laisser d'endroits un peu tranquilles, plus on pourra avoir une gestion douce, c'est le premier facteur. Plus la biodiversité pourra être présente et s'installer. Donc en effet, les oiseaux trouver des endroits où nicher et des insectes à manger, par exemple.
Donc il faudrait que ces projets puissent aboutir sur d'autres, jusqu'à changer complètement l'urbanisation de nos villes finalement. J'attends le moment où Valoptime va dire, bon voilà, alors on va faire le mur sud-est de telle résidence, qu'est-ce qu'on peut intégrer à l'intérieur dans le bâti directement? Qu'est-ce qu'on peut faire directement dans un pan d'immeuble, par exemple celui qui est le plus favorable à certaines espèces exposées au sud? Qu'est-ce qu'on peut intégrer carrément dans la structure pour accueillir des martinets, des chauves-souris, des abeilles, des lézards, etc. C'est l'étape d'après, en fait. C'est ce qu'on appelle la biodiversité dans le bâti. Alors, c'est quand même le mur à faune, ça l'est, mais que les structures de certaines résidences ou bâtiments soient prévues pour accueillir un certain nombre d'espèces. Mais ça, on le prévoira sur le prochain. Sur Neuf-le-Château, on a un projet sur Neuf-le-Château. Et ils sont très intéressés. C'est-à-dire que notre démarche séduit énormément les collectivités et les maires. Donc, on a présenté un dossier, on a été retenu même avant. Je ne devrais pas vous le dire, avant un appel d'offres qu'ils vont lancer. Voilà, donc on se différencie très vite. Et sur Neuf-le-Château, on pourra le réaliser dans ce sens-là. Effectivement, nous, à ce stade, il y a des zones effectivement que qualifie d'artificielles. François, mais on essaie aussi de mettre des zones où l'être humain ne va pas, donc en périphérie, en général c'est des bandes qui sont en périphérie du jardin, où la présence de l'humain n'est pas sollicitée. Voilà. Donc effectivement, on est dans une sorte de transition, et il faudra encore travailler, c'est ce qui est intéressant. Et pourquoi ne pas avoir intégré ces abris à insectes directement dans les logements en premier lieu? Ce que disait François, je le laisse, c'est qu'il faut y aller par étapes. Voilà. Donc il y a une démarche entre guillemets culturelle, éducative, toujours entre guillemets, des acquéreurs, mais de la sensibilisation qui est nécessaire au niveau sociétal. On ne peut pas aujourd'hui, si vous voulez, aller trop vite, quoi. Donc il y a encore les appréhensions. Effectivement, les abeilles, est-ce que ça pique ou ça pique pas? Les araignées, ça pique pas? Il y a des personnes, il y a des voisins. Si vous leur dites qu'il y a des abeilles, ils vont se dire non, ça va pas, je veux pas ça. Alors qu'ils sont pour la nature, vous voyez. Donc il faut y aller de façon, disons, c'est pas la conduite du changement, c'est pas ça, mais il faut y aller de façon humaine, quoi. Voilà, naturelle et humaine. Donc c'est pas une démarche c'est certes même pas une démarche de communication et de marketing, ça marchera pas, ça marche pas. Donc voilà. Donc le bâti viendra au sein du bâti. Je pense que c'est une démarche. Elle est aussi une démarche par rapport à nous, hein, parce que nous aussi, moi-même, on m'aurait dit ça. François m'aurait demandé ça, de faire ça sur ces deux projets. J'aurais été peut-être certainement réticent. Vous voyez. Maintenant moins. Parce que je suis baigné dans moi, je sors d'une école d'ingénieur. Hein. J'aurais jamais imaginé, en sortant de l'école d'ingénieur, qu'un jour, j'allais m'intéresser à l'habitat des insectes. Vous voyez. Donc, voyez un petit peu dans laquelle situation je suis. Voilà. Mais c'est la transition. C'est à la fois culturel, après il y a les coûts, et après il y a l'étape d'après où on se pose même plus la question. Tout à fait. Et regardez, McDo n'a toujours pas de burger veggie à dispo. Et vous voyez, parfois, il y a des trucs évidents comme ça, mais tout ça met du temps à... Voilà, j'ai appris à être un peu patient. Alors, c'est vrai, quand on aime bien la nature, on a envie que ça se fasse très vite et qu'il y ait des animaux partout. Mais tout ça prend du temps, culturellement d'abord, ensuite financièrement, et puis après, il y a un moment, une fois que c'est acquis culturellement, on se débrouille pour débloquer les budgets. Oui. Et puis il y a plein de gens différents dans cette affaire, des gens très différents aussi. C'est compliqué, mais ça se fait. C'est la transition qui est en marche. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce podcast et on espère que ce projet sera un succès. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts avec Rustica.